Jacques Séguéla, votre portrait, vous n'allez pas y échapper. Et c'est Thomas Hill qui va nous le dresser en plateau. Bonsoir, Jacques Séguéla. Bonsoir à tous. Attention, c'est un coriace encore. Eh oui, il paraît. Mais permettez-moi, exceptionnellement, Boris et Caroline, avant de commencer, par m'adresser solennellement à la nation tout entière qui nous regarde ce soir. Peuple de France, ton pays va mal, les repères tombent, tout fout le camp. Une femme veut devenir présidente de la République, Stone s'est séparé de Chardin, et dernière preuve en date de cette perte de repères générale, Jacques Séguéla discute avec une bonne sœur et veut devenir saint. Qu'est devenu cet homme au visage tellement orange, plus orange que Casimir, qu'on était obligé de régler le contraste de son téléviseur? C'est fou ça. Alors, oui, on me signale que Jacques Séguéla est aujourd'hui vice-président d'Havas, qui a été racheté récemment par le groupe Bolloré, dont fait aussi partie Direct 8. Jacques Séguéla est sans aucun doute le plus grand publicitaire que la Terre ait jamais porté. Pas tout. Et puis, évidemment, Jacques Séguéla, faut le dire aussi, c'est aussi l'homme de toutes les campagnes politiques victorieuses. La force tranquille de François Mitterrand en 81, c'est lui. Le Génération Mitterrand de 88, c'est lui. Jospin en 2002... c'est lui. Non, il doit y avoir une erreur dans mes fiches. Alors justement pour ça, Jacques. Poussé par vos frères, vous commencez à militer dans le mouvement communiste en 1956. J'ai compté, ça fait que vous aviez 11 ans. Qu'est-ce que c'est un militant communiste à 11 ans? Je me suis vraiment posé la question et je vous ai imaginé en classe de CM2 posant une question à votre maîtresse comme ça. Madame, oui. Et puis ensuite, le soir, vous rentriez chez vous et vous prépariez vos pancartes pour le dîner. Du rap, de patates, des brocolis, non merci. Ça devait être quelque chose, des vrais combats. Je voulais vous prévenir qu'exceptionnellement, ce soir, je ne ferai pas la moindre blagounette, ni même de calembour. Je sais, Choupette a attendu toute la semaine, elle est impatiente, mais malheureusement, nous arrivons en fin d'année, j'ai épuisé mon stock de vannes. Et la seule qui me restait en magasin, c'est la blague des deux putes. Et là, je suis pas persuadé que ça va fonctionner ce soir. Non, bonsoir André Santini, ravi de faire votre connaissance. La semaine dernière, je faisais le portrait de Marek Alter. Et puis avant ça, Alain Krivine, Jean Montaldo, Albert Jacquard. Et donc, juste en préambule, je tenais à rassurer ma mère. Non, maman, je n'ai pas un soudain penchant pour les vieux monsieur. Hein, ça n'a rien à voir. Ça commence bien, inutilement agressif. C'est un concours de circonstances, je sais pas, il a pas fait assez chaud cet été, j'en sais rien. Avec Alter. Bon, et puis vous, alors donc vous le disiez, pour en rajouter une couche, vous avez pris 1 an de plus hier, alors bon anniversaire quand même, 66 ans, c'est ça, hein. Ce qui, en politique, est un âge adolescent, hein, on peut le dire, hein, c'est le démarrage. On est en pampers. Voilà. Bon, ça fait quand même 30 ans que vous êtes maire d'Issy-les-Moulineaux, 30 ans, c'est déjà pas mal. C'est votre fief, vous êtes réélu chaque année, à chaque fois. La dernière fois avec plus de 70% des voix, hein, c'est des scores à la togolaise, hein, c'est impressionnant. Finalement, André Santini, vous voyez, c'est un style inimitable entre tradition et modernité. C'est, si vous voulez, le fils qu'aurait pu avoir Chateaubriand s'il avait été avec Jacky Sardou, par exemple. Hein, vous mélangez les deux, hein, Chateaubriand, Jacky Sardou, et vous avez Dédé. Vous faites de la politique comme on n'en fait plus, le plaisir de la joute verbale, des bons mots, de la bonne chair. Tout Thomas, ça, vous pouvez nous préciser où vous habitez? Où j'habite? Issy-les-Moulineaux, certainement. Alors, je travaille ici les moules. Plus pour longtemps, j'ai l'impression. Ça va non, dire. il est pas bête. Mais alors, c'est vrai que du coup, on le voit, vous êtes parfois un peu en décalage avec le reste de la classe politique. Hein. Quand, par exemple, les députés en ce moment prêchent unanimement l'interdiction de fumer dans les lieux publics, on en parlait. Vous êtes un des derniers à encore oser exhiber en public votre somptueux cigare. Et somptueux. De la Havane. Hein. C'est le dernier plaisir qui me reste, mon cher. Ah oui, mais enfin, vous dites tout de même que vous dépensez plus de 1 000 € par mois pour ça. Non, ça c'est un journaliste qui avait fait le calcul. Ah d'accord. Vous savez que les journalistes savent pas compter. Alors ça n'empêche pas que vous êtes quand même président à vie des parlementaires amateurs de la Havane. Hein. Oui. Là encore, président à vie, on sent votre amour de l'Afrique. Ça fait un peu Centrafrique. Il y a une nouvelle nomination là tout de même. Les maîtres artisans jurassiens. Oui, tous les jours. Et vous êtes élu comme premier fumeur de pipe en France. Vous nous aviez caché ça, André. Ça, je viens de l'apprendre. Sans compter que vous êtes membre aussi de la confrérie du goût de boudin. Oui, le goût de boudin. Et chevalier, je rajoute chevalier de la confrérie du fromage de tête. C'est important également. Avec Jacques Chirac. On ne fait plus des comme ça. Vous vous retrouvez de temps en temps autour d'une table avec Jacques Chirac? Non, pas depuis longtemps. Il a réussi, je crois. Vous savez. Oui, dit-on.
Et de l'autre côté, je disais aussi que vous êtes quelqu'un de moderne, hein, Raymond Barre qui partage votre lit à l'Assemblée. Direz-vous que vous êtes complètement chébrant? Nous partageons la même chambre, celle des députés. Pardon. Et certains vous surnomment le cybermaire, hein, parce que chez vous, tout est cyber, hein, les cybercitoyens, les cyber-entreprises, les cyber-crèches. J'ai même vu que vous avez créé des cyber-salons de thé pour les personnes âgées. Absolument. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse vraiment parce que ça pourrait me servir pour un prochain portrait, hein, si c'est possible. Merci André Santini. Vous êtes très doué. Il est très doué. Bravo. Il peut continuer de bosser chez vous? Oui, je sais pas où il est chez moi, mais... Alors, il faut peut-être préciser pour les ménagères qui nous écoutent que professeur Choron, donc c'est Georges Bernier, le père de Michel Bernier, la fille qu'on voit à la télé. Voilà. À l'époque, le journal, il faisait vraiment scandale. Le professeur Choron venait uniquement sur des plateaux télé pour insulter les présentateurs et montrer à toute la France son anatomie. Alors, aujourd'hui, vous le voyez, ces responsables sont sagement assis sur ce canapé. Ça peut bouger, hein. Sans apparemment la moindre... sans apparemment la moindre envie d'insulter les animateurs ou les chroniqueurs. Non, mais enfin bon. Ni même de se déshabiller, d'accord. Bon. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé et je crois qu'il semble finalement tout bonnement que Charlie Hebdo est un petit peu vieilli dans les années. Ça permettra aussi certainement de changer l'image de la femme de droite typique, hein, que beaucoup de gens ont encore avec son petit chignon serré et le reste un peu pincé. Alors, moi j'ai pas ça, moi. À quoi ressemblera cette femme justement? Vous faites partie de cette nouvelle génération de femmes et je me suis demandé à quoi pourrait ressembler cette femme du XXIe siècle, cette femme de droite. Alors j'ai fait un lourd travail de compilation et je suis ce soir en mesure de vous révéler en exclusivité le portrait robot de la femme de droite. Aïe. La voici. Oh là là. Oui, un tailleur à la fois chic et strict. À la place du collier à perles, nous avons les boucles d'oreilles à perles. Les cheveux restent parfaitement raides, mais sont maintenant dénoués. Attention tout de même pour ne pas déboussoler les lecteurs, le sourire reste légèrement figé. On a le droit nous aussi de faire un portrait croisé du oui. commissaire. Si vous avez des dossiers. Alors Michel Saban, Roger Carucci, c'est fou comme vous vous ressemblez. Je veux dire, pas physiquement, hein. Là j'aurais du mal à le justifier, mais dans votre parcours, il y a quand même des vraies similitudes. Vous êtes nés d'abord tous les deux de l'autre côté de la Méditerranée, Michel Saban en Tunisie et Roger Carucci donc au Maroc. Vous êtes l'un et l'autre entrés dans votre cinquantaine. Là aussi, tout va bien. Vous avez d'ailleurs à peine 2 ans d'écart, l'un l'autre. Je dirais pas qui est le plus âgé parce que je suis un gentleman. Aujourd'hui, vous travaillez tous les deux au Conseil régional d'Île-de-France. Bref, vous êtes en quelque sorte les frères Bogdanov de la politique. Et pourtant... Ah non, on n'a pas été refait. Non. Bonsoir à tous. Bonsoir Thomas. Bonsoir Monsieur Montaldo. Monsieur Montaldo, vous vous êtes autoproclamé le nain féroce. Hein. J'ai lu ça et Gérard Miller a pu le vérifier puisque après s'être attaqué à vous à la télévision, il a dû en répondre devant les tribunaux. Alors, n'ayant pas les moyens de me payer un avocat et ne maîtrisant pas les techniques de combat du nain féroce, permettez-moi de faire ce soir un portrait de la plus grande obséquiosité, un portrait empli de flagornerie, autrement dit, un portrait lèche-cul. Cher Jean Montaldo, c'est con, mais j'ai presque envie de vous appeler Jeannot, tellement je me sens proche de vous. Vous êtes un journaliste, un écrivain, un homme de lettres dont la France peut être fière. Jean Montaldo, c'est d'abord et avant tout une collection d'ouvrages savoureux, aux titres tous plus fleuris les uns que les autres. Les corrompus, la mafia des syndicats, les assistés de la République, main basse sur l'or de la France ou l'un de mes préférés, vous l'évoquiez tout à l'heure, rendez l'argent. Jean Montaldo, il faut le dire, c'est aussi un style inimitable. Certains diront emphatique ou lourdingue. Je préfère les mots solennels et magistral. Écoutez, par exemple, cette métaphore filée, page 44 de votre dernier ouvrage. Remontons maintenant à la source des flots d'argent noir où Chirac se baigne comme à plaisir au long du fleuve tranquille qui, depuis des lustres, irrigue les terres gaullistes. Voilà une phrase qui devrait venir s'inscrire dans tous les manuels de français de nos chères petites têtes blondes. Alors, bien sûr, certaines mauvaises langues, il y en a toujours, diront que la nouvelle arrive un peu tard, que tout le monde sait
depuis longtemps que Chirac a des casseroles au cul et même toute une cuisine Mobalpa, et que du coup votre bouquin sent moins le soufre que le réchauffé. Certains le diront, mais un conseil avant de partir, laissez-les parler, ça n'empêchera pas la vérité de triompher. Merci, monsieur Monfort.